La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Avec Jean-François Marty. Salut Jean-François, ça va ? Bonjour, ouais. Bien et toi ? Très bien, très bien. J'essaye à chaque fois que j'enregistre de pas trop parler à mes invités juste avant parce que sinon j'en découvre trop et je me dis D'ailleurs j'essaye aussi d'éviter trop leur parler après parce que figure-toi que à chaque fois que je parle après, alors, de temps en temps ils vont me dire du off, ça me rend fou parce que je me dis non, ça tu peux pas me le dire maintenant, fallait le dire pendant l'épisode. Donc on va éviter ça. Tu vas me raconter tous les secrets les plus passionnants de ta vie chez PwC et avant, voilà. Et tu me racontais donc à l'instant que toi t'as fini ta période de lock-up ou de comment on appelle ça, de burn-out. D'après-vente. Donc tu as été racheté par PwC, tu vas me raconter. Je l'ai fait. Et t'es resté. Je suis resté, ouais. Et t'es heureux. Et je suis heureux, ouais. C'est bien, non, mais c'est suffisamment rare pour le noter parce que. Je serais pas resté si j'étais pas heureux. Oui, j'imagine. Non, mais c'est vrai qu'il y en a pas tant. Récemment, j'ai reçu un boulanger sur Génération sur cette un ancien boulanger qui s'est fait racheter par Starbucks et qui a quitté Starbucks 5 ou 6 ans après et il me disait, je le regrette, mais vraiment, c'était tellement bien. Et en fait, il me dit, j'avais tellement d'impact. La boîte dans laquelle il est rentré, donc Starbucks, est passé sur sa partie food de 1 milliard à 5 milliards en 5 ans. Il me dit, en fait, il n'y a pas de boîte où tu peux avoir autant d'impact en vrai. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, avant de me raconter tout le reste, pour comprendre un peu tout ça, pourquoi t'es resté et qu'est-ce que tu fais chez PwC ? Alors, aujourd'hui, je coordonne une équipe qui s'appelle Tech Acceleration, qui est à peu près une équipe composée d'une 10-15 personnes, qui est en charge, comme son nom l'indique, d'accélérer l'adoption de la tech en interne par les différentes entités de PwC. Donc, on l'a appelé Tech Acceleration parce que, en fait, c'est une entité d'innovation, on va dire, mais innovation, c'est un peu un mot passe-partout, un mot valise, ça veut pas dire grand-chose. Et qu'en fait, on l'appelait Tech Acceleration parce que c'est très, très centré sur la tech et sur le déploiement de l'AI aujourd'hui. Et accélération parce que c'était l'enjeu. C'était l'enjeu, le fait qu'on accélère l'adoption de tout ce qui est techno, et notamment beaucoup l'AI aujourd'hui, au sein de PwC. C'est facile. Je veux dire, non, mais l'intelligence artificielle... j'ai l'impression que toi t'es dedans et vous êtes dans le conseil, donc que ce soit en interne ou en externe. Mais moi je suis un grand fanatique presque, mais je trouve ça j'ai l'impression de sortir les rames en permanence pour essayer de convaincre, de montrer que c'est pas une menace. Enfin, de toute façon, quand bien même ce serait une menace, on y va droit dedans. Donc à un moment, il faut plutôt se l'approprier que de résister. Absolument, absolument. Mais c'est facile, vous y arrivez bien ? C'est facile. Non, c'est pas forcément facile. Je pense qu'on y arrive. Alors, ce qui facilite, c'est quand même PwC met beaucoup de moyens sur l'intelligence artificielle, accompagne de tout un programme de change, donc les gens sont pas livrés à eux-mêmes, voilà. Ça se fait beaucoup à travers notamment le déploiement de Copilot de Microsoft. Donc tout ça est quand même très bien encadré. Point d'interrogation. Qui est bien pour commencer. Okay. Voilà, pour commencer, c'est bien. Et puis, vu les capacités d'investissement de Microsoft, il n'y a pas de doute que ça va être de mieux en mieux. Mais pour démarrer, c'est quand même bien. Et au-delà de tout ça, toi, en plus, tu vas m'expliquer l'aventure Néalith, mais tu as écrit un livre récemment qui s'appelle Innover avec le design thinking. Et donc, ça, ce sont des méthodes que tu as, j'imagine, apprises sur ces 10, 15, 20 dernières années. Ouais, même un peu avant. Un peu avant. Il faut que je te raconte l'histoire. Alors vas-y, allons-y plein pied. Mais et ce livre, il est dispo où, depuis quand ? Il est aux éditions Diathéno et il est sorti en 2021. Ok, donc toujours d'actualité. Plein Covid, toujours d'actualité. Il est, j'espère, toujours d'actualité. Alors, il faudra l'actualiser parce que il n'y avait pas tous les outils d'IA dont on va parler. Donc ça, il y a besoin d'un... Ça change les méthodes de design thinking ?
Ça change pas forcément les méthodes, ça change l'outillage que tu utilises pour design thinking. Ça, oui, ça change radicalement. Ça change radicalement. Bon, tu vas m'expliquer ça parce que ça m'intéresse. Ouais. Les méthodes n'ont pas changé en tant que telles. Ton outillage a complètement changé. Alors, pas sur toutes les phases, mais on reviendra. D'ailleurs, ça fait bouger pas mal les techniques de créativité. Mais enfin, on en discutera si tu veux. Mais là, pour le coup, en 2021, il n'y avait pas tous ces outils, quoi. Donc toi, ton trip de base, c'est l'expérience utilisateur, c'est ça ? Ouais, alors écoute, si je remonte, je vais pas faire le dinosaure, mais si je remonte, moi j'ai commencé à démarrer ma carrière dans l'internet milieu des années 90, fin des années 90, et si tu veux, j'ai eu la chance de démarrer dans des boîtes américaines qui elles développaient à fond tout ce qui était l'usage internet, notamment une boîte qui aujourd'hui n'existe plus sous cette forme-là, qui s'appelle AOL, qui était le grand America Online, qui est la boîte qui a développé dans les années 90 l'internet dans les foyers américains, puis dans les foyers européens, etc. Et qui a quand même avait un mantra extrêmement fort, qui était de dire tout se joue sur le... Alors à l'époque, on ne parlait pas d'expérience utilisateur vraiment, mais tout se joue sur du produit user-friendly, et c'est celui qui est le plus user-friendly qui l'emporte. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux dans le monde, en tout cas, du B2C. Dans le B2B, c'est un peu une autre histoire. Mais parce que je pense que les enjeux commerciaux l'emportent sur les enjeux d'expérience utilisateur. Mais en tout cas, de moins en moins. Pardon, on y reviendra peut-être. Oui, je sais pas. Ok, intéressant comme débat. Challenger, mais en tout cas, dans le grand public, c'est sûr, c'est le plus simple celui qui est capable de faire le produit le plus simple qui l'emporte. Alors ça, c'est une culture très, très, très américaine. J'ai eu la chance d'être biberonné à ça. Et quand j'ai voulu monter ma boîte, l'agence, au début des années 2000, milieu des années 2000, j'étais empreint très, très fortement de cette culture. Qui était pas forcément évidente en France, parce qu'en France, alors à l'époque on appelait ça ergonomie, mais on disait mais c'est une niche ton truc, ça va pas vraiment décoller. Alors que voilà, moi j'avais la conviction, je sais pas où ça nous amènerait, que en tout cas ça manquait. Pardon, vas-y. Non, donc il y avait si tu veux, des agences de com qui faisaient de la com très 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 bien, t'avais des boîtes tech qui faisaient de la tech très 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 bien, mais il y a personne qui était sur le sujet de ok, cette tech, il faut que tu la transformes dans un produit qui est le plus UX possible, voilà. Et puis il y avait même des agences de design, parce que moi j'ai bossé aussi tôt en 2001 dans une agence de design qui faisait des sites, mais qui avait zéro. Moi-même ça me choquait. Ce qui est drôle, c'est que ça me choquait parce qu'on faisait du flash et que c'était tout pourri. J'arrivais pas à comprendre vraiment l'utilité des sites qu'on vendait très cher à Kenzo et à tout ça. Alors, mais il y avait pas d'histoire de design thinking, il y avait pas d'histoire de UX en fait. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien peut-être que tu me différencies le design et l'expérience utilisateur quand même pour ceux qui nous écoutent. Alors le flash c'était l'exemple le plus frappant, c'est-à-dire qu'on faisait des sites qui étaient très beaux et en général avec des designers qui venaient d'autres médias que celui du digital, et donc on faisait des trucs qui flashaient dans tous les sens pour des clients. C'est beaucoup de vidéos et tout, et en c'est fait, génial. Tu te prenais 20 secondes, tu te barrais, tu t'attendais pas que ton plug flash là, si t'arrivais à le rentrer déjà, aille jusqu'au bout, quoi. Adobe, donc c'était tout l'enjeu en fait. Et donc on faisait les choses les plus simples possibles et c'est ce qui marchait. Alors on s'adressait à un certain type de clients parce qu'effectivement tous les clients qui voulaient des trucs en flash, etc., qui voulaient que ça en jette entre guillemets, on avait du mal un peu à donc pour beaucoup les marques de grandes consos, etc., on avait peut-être du mal à les convaincre au départ. Mais en revanche, on avait des gens pour qui effectivement qui avaient la maturité en disant le truc il est blanc, il est nickel, il y a rien. Enfin Google, c'était une page blanche avec un moteur, une barre de recherche et un logo, voilà. C'est ça qui marchait. Et donc, on a commencé par vendre ça à des gens qui avaient des enjeux dans les premiers sites e-commerce, les premiers fournisseurs d'accès, enfin, donc des gens qui étaient assez sensibilisés sur le fait qu'effectivement, ce qui compte, c'est mon taux de conversion, c'est mes ventes, etc. Et il faut que ce soit le plus simple possible, le plus ergonomique, le plus user-friendly. Voilà. Donc ça a démarré comme ça. Après, le terme UX n'a pas vraiment existé pas encore à l'époque. Et puis après, et voilà. Et après, c'est parti, UX. Et du coup, la boîte a décollé grâce à ça, quoi. Et ça me semble assez fou parce que pour avoir moi opéré dans cet univers plus tard, avec Cosa Vostra, que j'ai revendu aussi l'année dernière. En fait, même les missions UX chez pas mal de nos clients, si t'essayais d'aller chercher, enfin, tu vois, genre, je dis connais, même sur des gros projets, des gros clients, quand t'allais chercher 20, 30, 40 000 euros, c'était le bout du monde, quoi. Enfin, je veux dire,
la prédominance du design. Et en fait, je trouvais que j'essayais d'expliquer toujours, mais en fait, on s'en fout du design. J'exagère un peu, mais à un moment, ce que tu veux, c'est que les gens, ils arrivent sur ton site internet, ils comprennent tout de suite ce pourquoi ils sont là et qu'ils puissent faire très vite ce pourquoi ils sont là. Point. Et puis après, on rajoutera du design. Mais ça passait toujours après le patron, généralement un homme autoritaire top-down, qui disait ah non, ça c'est moche. Et puis le bouton vert là, il dégage. Et non, en fait, il y a eu des études, on a tout fait. Et puis à la fin, le bouton il dégageait, quoi. Tu vois. Et donc toi, t'es arrivé super tôt là-dedans. Mais t'as dû manger comment on appelle ça, du pain noir pendant des années et des années. Non, pas forcément, parce qu'on avait, c'était peut-être une niche au départ, puis après ça s'est élargi. Il y avait des gens qui comprenaient ça dès le départ. Hein. Donc vous étiez seul et vous étiez le gros expert ou même pas? On était un des premiers, je pense. On était un des premiers sur ce créneau-là. Et Nealit, ça a été créé quand? En 2005. On l'a créé en 2005. Okay. Donc, tu vois, à l'époque, c'était... Et donc, oui, on s'adressait pas à des Danone, tu vois, à des grands groupes. Mais les premiers marchands e-commerce, dès que ton business commençait à être significatif dans l'Internet, tu switchais, quoi. Là, tu switchais. Alors, l'avantage avec les e-commerçants, c'est que quand tu arrives à leur prouver très vite ton impact et ton confiance. C'est... tu connais comment ça s'appelle? Ah putain, je vais m'en vouloir de pas retrouver ce... Michael Benabou, il a monté un business qui permet d'accélérer les paniers avec Olivier Cotina, je vais le retrouver tout de suite. Et en fait, en version mobile, l'objectif, c'est d'être certain que quand tu veux acheter quelque chose, ça aille le plus vite possible. Parce que sur ton mobile, t'es très vite coupé parce que t'as plus de réseau, ou parce que quelqu'un t'appelle, et en fait, t'as énormément de fuites du panier. Et lui, il dit, moi, tu utilises Tab Buy, ça s'appelle la solution, tu utilises Tab Buy, je vais augmenter tes conversions sur mobile de 20%. Et sur ces 20%, je te prends 10%. Les gens disent, vas-y, essaye, et en fait, ça marche. Mais ça, faut convaincre. Vous êtes les cobles du pragmatisme, en fait. On était là-dessus, et puis si tu veux, par exemple, un de nos premiers clients qui était Allociné, tu vois, on a été les premiers à leur dire, mais votre nouvelle version, faut la tester, faut la retester, faut la tester dans tous les sens. Au départ, ils nous ont dit, ouais, ok, essayons, allons-y, et puis ils ont vu effectivement l'impact que ça avait quand on testait les choses et que tu prenais du retour utilisateur et que tu intégrais directement. Donc tu faisais de l'A/B testing, des choses comme ça? Alors on faisait pas d'A/B testing au sens A et B, mais on faisait plus du test quali, mais avec du test UX, c'est-à-dire qu'on faisait les parcours et on voyait où les gens bloquaient. Donc on disait, est-ce que là tu comprends? Non, là, je comprends pas. Pourquoi tu comprends pas? Parce que là, est-ce que tu le vois? Non, je le vois pas. Pourquoi t'as pas cliqué là? Parce que je pensais pas que ça allait là. Donc, nos premiers clients, c'était des pure players, c'était des Allociné, c'était des Sarenza, et après on arrivait à avoir une deuxième couche qui est arrivée, qui était les SFR, les banques, les assurances, qui du coup avaient des enjeux énormes en termes de vente en ligne, en termes de service client en ligne, et là ça devenait un gros business, et ça devenait plus effectivement le patron ou la patronne autoritaire qui te dit je préfère le vert, je préfère le rouge. Je disais là, moi je dois faire x10 sur mes ventes dans 2 ans, c'était ça à l'époque les courbes de croissance sur Internet, et là t'arrêtes de savoir si c'est le bouton, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, tu vois, si ça marche, si ça marche pas, tu vois, si les gens comprennent, si les gens arrivent à cliquer, et les raisons pour lesquelles ils sachant que ton ennemi là-dessus, c'est ton soit chef de produit, mais souvent dev, qui dit si regarde, le bouton il est là, tu l'as pas vu, tu vois, tu dis non, je l'avais pas vu, personne d'autre l'a vu d'ailleurs, ton bouton, mais vous êtes tous, souvent la tendance c'est de dire vous êtes tous débiles, il est là, tu vois, en effet, et quelles sont les métriques de Nealit, je veux dire en nombre de personnes, chiffre d'affaires entre 2005 et la revente à PwC? Au moment où on a revendu en 2015, on était une quarantaine de personnes. On faisait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà un peu les principaux métriques. On avait Tu m'as dit quelle année? 2015. 2015, ok, 10 ans. Okay. Ouais, ça fait bientôt 10 ans. Et là-dessus, eux, leur idée était de s'équiper sur l'UX et d'être capable de proposer ce genre de prestations? Sur le digital, en général. Parce que PwC fait des missions digitales beaucoup? À l'époque, on n'en faisait pas beaucoup. Avait besoin justement de références là-dessus, de se muscler là-dessus, comme à peu près tous les cabinets de conseil. C'est-à-dire qu'il y a eu un virage au milieu des années 2010 où les cabinets de conseil ont commencé à beaucoup racheter des boîtes digitales.
pour avoir du savoir-faire, pour avoir des compétences qui savent le faire, pour avoir des références dans le domaine. Nous, en fait, si tu veux, quand on a monté la boîte, on a été assez vite sollicité, alors soit par des agences de com, soit par des agences tech, des ESN, on appelait SS2I à l'époque. Et en fait, on n'était pas forcément très chaud pour ça, parce que ça nous ramenait vraiment sur de la conception. Donc, on voulait aller sur du conseil. Enfin, on gardait notre brique de conception, mais on voulait monter sur du conseil. Et on avait tendance un peu à nous ramener sur de l'abattage de prod. Tu vois, c'est pas forcément là où on voulait aller. Donc, dans notre tête, on voulait aller vers du conseil. Et je pense que les grands cabinets de conseil ont fait au même moment le même chemin en disant il faudrait maintenant qu'on rachète des boîtes digitales. Donc, nous, quand le conseil a commencé à bouger sur ce truc, on était un peu mûrs dans notre tête. Et notamment, il y avait la première grosse acquisition, c'était une agence qui s'appelle Fjord. Je ne sais pas si tu oui, ça me parle. Fjord, ils étaient... Donc, au départ, ils étaient scandinaves et puis ils étaient surtout très forts en Angleterre et aux États-Unis. Et Accenture les a rachetés. Donc, ça a donné un peu le signal de dire, les cabinets de conseil vont commencer à racheter des boîtes comme les nôtres. Et nous, dans notre tête, on était mûrs pour aller pour rejoindre un cabinet de conseil. C'était combien le rachat? Je sais plus. J'adore cette réponse. Je ne sais plus. Pas assez. Pas assez. Beaucoup trop. Ça dépend du point de vue. Bon, tu y es toujours en tout cas, donc c'est un. Ouais. Pourquoi t'as misé si tôt sur l'expérience utilisateur? En fait, moi, le paradoxe que j'ai eu là-dessus, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'école du pragmatisme. Mais je pense que c'est plus que ça. Si tu veux, la raison pour laquelle, c'est parce que j'avais été biberonné, si tu veux, par les boîtes américaines qui mettaient à fond l'accent sur le produit. Et ta capacité à utiliser ton produit. Mais aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Tu prends ChatGPT, OpenAI, la techno d'OpenAI, ils l'avaient depuis quelques années. Ce qui a tout changé il y a 2 ans, c'est quand ils ont transformé leur techno en produit. Ça, c'est ouf. J'ai reçu Yann Lequin sur Génération It Yourself. Et c'était Pascal Rigaud, le boulanger dont je parlais tout à l'heure. Je sais, ça vient de remonter. Mais Yann Lequin. Et Yann Lequin, tu sens qu'il était quand même particulièrement... il avait le seum, comme on dit, aigri, de voir OpenAI exploser avec ChatGPT. Parce qu'il dit, non, mais cette techno, on l'avait depuis 4 ans. Et c'est pas, en fait, c'est le produit. C'est le produit. Comment tu transformes ta techno en produit. Et l'histoire de la tech, si tu veux, c'est ça depuis le départ. Et toi, t'es pas ingénieur de formation? Je suis pas ingénieur de formation. Non, moi, j'ai fait Sciences Po formation. Non, mais c'est drôle parce que il n'y a pas tant d'ingénieurs que ça qui arrivent à voir au-delà de la tech, qui arrivent à voir le produit. Enfin, il y en a évidemment, mais souvent, en fait, le plaisir de la tech, pour eux, la pureté de la tech, c'est suffisant. Oui, très bien. Mais tu vois, si tu veux un produit qui soit adopté par le plus grand nombre, tu prends quelqu'un comme Sam Altman. Aujourd'hui, il est considéré, si tu veux, comme un CEO qui est un product CEO, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sur son produit, qui lâche pas son produit, et il est valorisé en tant que tel, comme effectivement un des meilleurs patrons de la Silicon Valley, parce que c'est quelqu'un qui est dans le produit. Comme Stan Yocchiato. Patron de Doctolib. Ouais, exactement. Ou mais même au départ, si tu veux, comme les Steve Jobs au départ. Donc c'est toute une catégorie, en fait, si tu veux, tu prends Zuckerberg, tu prends c'est la même chose. Obsédé par le produit. Il le lâche pas. C'est-à-dire qu'en général, on peut avoir une culture en Europe qui te dit à un moment, ta boîte grossit, concentre-toi sur tes finances, concentre-toi sur tes investisseurs, et puis lâche le reste. Et aux États-Unis, les boîtes qui réussissent le mieux, je peux dire, les patrons, ils ne lâchent jamais leurs produits. C'est un peu comme si tu disais à Lewis Hamilton, non, mais vas-y, t'as très très bien conduit, maintenant, tu peux passer au-dessus, et puis, non, je seras pas forcément manager de très bon manager d'écurie de Formule 1, quoi. Alors là, maintenant, il y a toute une génération en France, en Europe, qui est complètement dans cette logique-là, qui sont quasiment des CEO designers, même s'ils sont pas designers de formation, mais ils sont designers au sens où ils lâchent pas leurs produits. Et c'est la fonction régalienne, ils vont lâcher plein de choses, mais ça, ils ne le lâcheront jamais. Moi, je vois ça beaucoup comme du pragmatisme. Et je vois peut-être le design pur comme plus de créativité. On a de la créativité dans l'UX, dans l'expérience utilisateur.
Ah bah oui. Enfin, de toute façon, à partir du moment où tu te mets en position de résoudre un problème, tu es dans la créativité. Donc, dans l'UX, tu as quand même... qu'est-ce qui fait que derrière mon écran, je vais avoir quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de ce que je veux lui faire faire. Qu'est-ce qui fait que les gens vont adopter et ça, c'est un sacré problème à résoudre parce que tu as des millions et des millions d'interfaces, tu as des millions et millions de services. Donc, si tu veux, pour émerger là-dessus, tu as plein de façons d'émerger, mais quand même, ce qui permet d'émerger au départ, c'est quand même d'avoir un bon produit, que ce produit... il a un super bouche à oreille et que tu décolles comme ça. Mais donc, c'est quand même product, quoi. Est-ce que toi, quand tu réfléchis expérience utilisateur, tu arrives, ou vous le faites, à le faire offline? Si je dis ça, c'est pour moi, par exemple, j'étais assez obsédé pendant un moment chez Cosa Vostra à l'expérience utilisateur de mes clients. Et se dire, en fait... Je voudrais qu'on améliore du jour où ils nous contactent au jour où ils nous remercient. Tout ce voyage, quoi. Le customer journey, comme on dit. Quoi. Et je trouve que c'est assez peu fait dans le service ou dans. Est-ce que vous faites ça chez PwC? Oui, on fait ça. Et puis je te raconterai un peu comment la boîte s'est transformée là-dessus. Enfin, aujourd'hui, c'est pas ce que je fais aujourd'hui dans mon job, mais ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle l'expérience design ou le service design. C'est-à-dire que l'UX, effectivement, est très très centré sur finalement. La culture de l'UX est très très souvent centrée sur le digital, l'écran, etc. Parce qu'en fait, c'est le digital qui a poussé tout ce qui est UX. Mais en revanche, si tu veux, ton UX, en général, tes écrans, c'est souvent 1% de tes interactions. Tu prends Airbnb, ok, tu vas faire quelques écrans, mais si tu pars 10 jours en vacances avec un Airbnb, 90% de tes interactions, elles vont pas être sur un écran, elles vont pas être sur l'appli. Tu jettes une paire de Nike, c'est pareil. Exactement. Donc, si tu veux, cette maturité-là qui est de dire, mais finalement, toutes les méthodes de UX que le digital a poussées, elles ont commencé à s'irriguer en disant, mais effectivement, un service... Alors, ça existait déjà. Hein, quand tu prends le Club Med, ils en avaient inventé le service design. Enfin, il y avait plein de choses qu'ils avaient déjà inventées, mais pas à cette échelle-là, quoi. Et donc, à cette échelle-là, qui est de dire mon service, mais du début jusqu'à la fin, il faut qu'il soit super bien conçu, donc il faut qu'il soit designé. Il y a des écrans, mais il n'y a pas que des écrans. Tu designes des interactions humaines, tu designes des objets, tu designes des lieux, et tu fais en sorte que ton expérience aujourd'hui, elle est multi points de contact et que tu designes effectivement de A à Z l'ensemble de ton expérience. Et il y a quand même assez peu de boîtes aujourd'hui. Alors ça vient, hein, mais il y a quand même assez peu de boîtes aujourd'hui qui sont quand même très matures sur ce sujet-là, quoi. Je suis complètement d'accord. Et ceux qui nous écoutent, je vous incite à essayer de penser dans vos interactions. Et d'ailleurs, ça doit être fait idéalement aussi bien, j'hésitais entre aussi bien et avant tout, sur l'interne que sur l'externe. C'est, quand je pourrais dire avant tout, c'est vos collaborateurs, du premier jour où ils vous contactent, au jour où ils partent, qu'ils puissent partir en se disant... et c'est très dur parce qu'on est tous imparfaits, mais se dire je quitte cette boîte et je l'aimerais pour les restants de mes jours, tu vois. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Donc c'est un segment qui s'est pas mal développé, notamment pendant le Covid, après le Covid, où il y avait quand même des enjeux, déjà de retenir les gens, de recruter, parce qu'il y avait quand même beaucoup de turnover au moment du Covid, de faire revenir les gens dans les bureaux, et à un moment où en fait les boîtes à la fois réduisaient leurs locaux et en même temps demandaient maintenant de revenir au bureau. Donc cet enjeu-là, il a été très très fort. Alors est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas, mais effectivement, c'était une branche, on va dire, de l'expérience utilisateur, qui était le volet, non pas le client externe, mais l'employé, qui a été assez poussé, en fait. Et tout ça doit être réuni quand même dans quelque chose de cohérent. Parce que c'est quand même le rapport à l'entreprise, en fait. Oui. Et le point commun entre tout ça, si tu veux, c'est de dire, en fait, toute cette expérience, toutes mes interactions, ça peut être dans l'entreprise, le jour où j'arrive, le jour où je fais des formations, le jour où j'ai mon entretien d'embauche, y compris, d'évaluation, voilà, y compris jusqu'à ta sortie d'émission ou autre, etc. Tout ça doit être pensé et tout ça doit être designé. C'est-à-dire au sens où tu as une intention, tu veux faire quelque chose sur un parcours et tu le penses et tu le construis, tu le conçois. Et donc, tu vas chercher dans les méthodes de design, de designer,
des choses qui sont pas au sens design traditionnel. C'est-à-dire que le design, en fait, il est né avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que le design était très, très longtemps associé à de la production d'objets tangibles à large échelle, avec de la techno qui, à l'époque de la révolution industrielle, c'était surtout d'énergie. Et en fait, si tu veux, toute la philosophie de design thinking, c'est de dire, je vais dissocier la façon de faire sur de l'industriel, par exemple, de la pensée d'un designer, donc c'est pour ça que ça s'appelle design thinking. Je vais prendre la façon de penser, la façon de travailler d'un designer et je vais l'appliquer à des choses qui sont pas censées être du design tangible. Donc je vais l'appliquer à des écrans, donc ça c'est tout ce qui a été le décollage de l'UX dans le digital. Je vais l'appliquer à des services, je vais l'appliquer à une expérience en interne pour les collaborateurs, donc je peux l'appliquer à peu près à tout ce que je veux. Donc c'est ça en fait le gros changement de design thinking, c'est de dire je vais aller chercher dans des méthodes de design des choses que je vais appliquer à peu près à tout ce que je veux. Et c'est ça qui est puissant en fait quand tu le pratiques. Et alors concrètement, par exemple, je veux aller appliquer à des méthodes de design dans d'autres univers. Ouais. C'est des univers un peu lointains des écrans par exemple, ou très lointains dans lesquels tu as opéré toi, ou des choses qui peuvent te revenir un peu exotiques ou... Bah, on l'a opéré. Oui, on a pu l'opérer, tu vois, sur des choses qui étaient, par exemple, une des premières missions qu'on a gagnées quand on a rejoint PwC, c'était le Louvre. Ok. Donc le Louvre a eu quand même un énorme problème. A eu un problème à résoudre, c'est qu'il y a eu un décollage des visiteurs du Louvre, avec notamment beaucoup de visiteurs étrangers qui venaient, beaucoup de visiteurs asiatiques qui parlaient pas français, qui parlaient pas anglais souvent. Qui n'avaient absolument pas les mêmes pratiques de tourisme qu'on pouvait avoir sur les visiteurs traditionnels type européens, américains, anglo-saxons, etc. Et donc, il y a eu un vrai problème d'expérience de la visite du Louvre. Donc, on a appliqué les méthodes design thinking en faisant beaucoup de recherches ethnographiques, de choses comme ça, mais qui étaient pas sur des écrans, qui étaient comment de l'entrée, même avant l'entrée jusqu'à la visite, tu résous les problèmes de gens qui viennent voir le plus beau musée du monde en termes de collection, mais probablement un des moins bien en termes d'expérience. Avec potentiellement des problèmes de cohabitation d'ethnologie, peut-être. Par exemple, tu pouvais pas faire, je dis une connerie, mais faire dans la même salle des Américains et des Chinois ou quoi? Non, ça c'était pas forcément un problème, mais t'avais par exemple une anecdote toute bête, c'est que par exemple beaucoup de touristes asiatiques étaient fascinés par les toits, enfin les dorures du Louvre. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être plus fascinés d'ailleurs par la déco du Louvre que par les œuvres elles-mêmes. Okay. Et donc il y avait beaucoup de touristes qui se mettaient par terre et puis qui prenaient en photo les dorures. Et donc et ça tu ne le fais que si tu l'observes quoi. Donc il y a plein de choses comme ça en disant une solution qui a été mise en place, tu mets des bancs pour lesquels les gens peuvent s'allonger et puis prendre en photo les dorures. Voilà. Mais ils ont le même problème aujourd'hui, puisque maintenant, tu as l'exposition sur la Joconde, tu peux plus rentrer, donc il y a le sujet de mettre la Joconde à côté, etc. Il y a comme ça, moi j'avais fait des plus belles j'en ai fait un petit peu, c'est pour ça que ça me passionne aussi, mais un des plus beaux impacts qu'on ait eu, on travaillait dans les médias pour Eurosport. Moi j'ai fait pas mal de design thinking et du X dans les médias. Et on avait fait donc ce qui est traditionnel, je pense, toujours maintenant, mais des personas. Ouais. Alors, ce qui est drôle, en effet, tu me disais tout à l'heure, l'IA a changé tout, mais c'est vrai que maintenant, tu peux faire des personas avec de l'IA, tu peux faire, il y a un certain nombre de choses qui sont testées, m'ont expliqué. J'ai pas testé moi-même. Tu vas me raconter éventuellement après. Mais on avait fait plusieurs personas, en travaillant avec la rédaction pour essayer de comprendre qui étaient les différentes typologies de personnes qui lisaient Eurosport.fr et aussi des typologies de personnes qu'ils aimeraient faire venir. Ouais. Et dedans, on avait remarqué, par exemple, il y en a beaucoup qui sur leur smartphone, et c'était assez nouveau parce que le smartphone et l'expérience là-dessus, ça grossissait fort, mais on était en 2013, 2014. En fait, une des premières choses qu'ils faisaient le matin, c'est qu'ils avaient regardé par exemple un match de Ligue des Champions la veille, puis le matin, ils rallumaient, puis ils voulaient relire un peu les débriefs de la nuit, les choses et tout. Et en fait, eux, leurs journalistes, ils arrivaient à 6h30, 7h, et les premiers articles sortaient à 8h30. Et à un moment, on leur a dit, bon les gars,
En fait, vos journalistes, ils vont devoir arriver. Alors, c'était eux en plus, hein, mais c'était drôle. Parce que, je sais pas, Monique, elle se lève, elle a ses enfants, elle regarde son téléphone avant de se lever, etc. Et puis elle va regarder machin. Et puis, il y a pas de nouveaux articles, ça va la saouler. Il va falloir que vous arriviez à 6h moins le quart pour sortir votre premier article à 7h moins le quart, pour être certain que. Et en fait, ils ont explosé leur audience, genre ils ont fait un gros 15% ou 20% sur la totalité de la journée grâce à la matinale en fait quoi. Ça c'est du design thinking, on est d'accord? Oui, c'est ça. D'autant plus que ce que tu évoques, c'est en fait le côté très très itératif. C'est-à-dire, tiens, et si on essayait le 7h45 plutôt que ça, peut-être ça n'aurait pas marché, tu aurais essayé autre chose. Mais à partir du moment où tu es dans une logique d'itération quasiment permanente, d'amélioration permanente, ou de tester des choses, là tu es dans une démarche effectivement d'innovation de type design thinking, quoi. Ok, donc 3 millions de chiffre d'affaires, une petite quarantaine de personnes, tu dis. Pourquoi tu vends? Je vends parce que ça fait 12-13 ans qu'on a monté la boîte et parce que y a un vrai virage de ce qu'on fait dans un univers de conseil qui nous semble une opportunité dingue et que ça change un peu les règles du jeu dans lequel on est, et que le passage dans ce qu'on fait à une boîte de conseil nous semble changer de dimension en fait. Donc tu t'es mis en vente ou PwC a voulu te racheter? Non, on n'était pas en vente en tant que tel. Dans la tête, ça trottait dans un coin de tête, mais non, c'est PwC qui nous a contactés. Ils avaient fait un scoring un peu de tous les acteurs. Je crois qu'ils en avaient repéré 2 ou 3, et puis on a commencé à discuter, puis ça s'est fait avec nous. Voilà, ça s'est fait de manière assez naturel, assez logique. Moi, j'avais eu pas mal de discussions au préalable avec des gens qui voulaient nous racheter. J'avais toujours trouvé ça un peu compliqué. Là, j'ai trouvé ça très simple, très clair, très fair, en fait. Donc voilà, donc l'affaire s'est faite et puis on a rejoint Combien de temps WC. Combien de temps pour faire le deal? Ah, alors là, ça a mis un peu plus de temps parce que on a mis entre le début des discussions et le closing, on a dû mettre 12 à 15 mois. Ah ouais, quand même. Mais c'était pas 12 à 15 mois continus. C'était 12 à 15 mois de manière discontinue parce qu'ils avançaient, mais après, il fallait qu'ils fassent valider, etc. Donc, oui, écoute, non, pas plus que ça, parce qu'on avançait, puis voilà. Mais le process, c'était pas le process lui-même de la vente qui était long, c'était le process de, je pense, des feux verts en interne chez PwC qui mettait du temps, quoi. Ok. C'est pas frustrant quand t'es entrepreneur de voir cette lenteur d'un grand groupe qui est en train de te racheter? C'est pas inquiétant? Non, parce que, alors, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que quand c'était des discussions de principe, qui avançaient de plus en plus, ça a mis du temps. Donc là, nous, on était dans le principe en disant, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas grave. On n'était pas en train de se mettre en ordre de bataille pour rejoindre un groupe. Ça aurait été frustrant. Donc, quand tu as eu ta LOI, c'est allé vite après, tu veux dire? Et après, quand on a eu effectivement la LOI, là, ça a été très, très, très vite. Ok. Bon, ça, c'est bien, parce que les LOI qui traînent, ça a été pire. Non, là, ça a été très, très vite. Là, en 3 mois, c'était plié. Ok. Vos apports mutuels là-dessus, qu'est-ce que tu dirais que PwC t'a appris, que tu n'aurais peut-être pas appris Alors, PwC, si tu veux, il y a eu plusieurs choses. La première chose, c'est on a vraiment changé de dimension. Donc, tout d'un coup, on s'est mis à faire des missions à Abu Dhabi, aux États-Unis. On ne faisait pas que ça, mais tout d'un coup, il y a eu cette dimension internationale qu'on avait très très peu abordée. Enfin, on faisait quelques missions de temps en temps, mais ça restait quand même exceptionnel. Sachant que PwC, c'est une boîte anglaise, non, c'est une boîte. PwC France appartient à 100% aux partenaires français. Okay. Donc en fait, si tu veux, c'est pas une filiale ça ressemble plus à une franchise, si tu veux, ce qu'on appelle un partnership. On pourra y revenir là-dessus parce que c'est une des choses que j'ai pas mal appris là-dessus. Et en fait, si tu veux, les partenaires français détiennent 100% de la marque PwC en France, comme les partenaires anglais détiennent 100% de la marque aux États-Unis. C'est ça. Donc tu as du mal à mettre une nationalité sur. C'est un réseau international qui opère dans plusieurs pays et chaque pays est propriétaire de. Mais donc quand tu vas bosser dans un autre pays, tu reverses un fee à l'autre pays, comment ça se passe? Ouais, grosso modo c'est ça. Voilà.
Ok. Il y a un peu ça. Tu as les accords, tu as les choses, mais tu as effectivement les accords commerciaux qui font que... Ouais. Et quand tu repars, tu dois revendre ta part de partnership. C'est un peu comme les cabinets d'avocats américains. Alors, moi, je suis pas dans le détail de ça parce que quand j'ai vendu, je ne suis pas devenu partenaire associé. Je suis devenu partenaire salarié. Ok. Mais quand tu es partenaire associé, tu as des règles où effectivement, tu rentres des parts et puis tu revends tes parts, à la sortie. Ouais. Ok. Vous, ce que vous avez apporté à PwC, tu crois, c'est beaucoup. Je veux dire, dans l'autre sens, je te disais ce que eux t'ont apporté, c'était peut-être cette notion de partnership, de structuration, d'international. Ouais. Vous leur avez apporté un déploiement de tout ça justement à l'international. T'arrives à... En fait, ce qu'on leur a apporté, c'est déjà, si tu veux, toute une compétence en digital qu'ils n'avaient pas forcément. Des références dans le domaine, et puis des façons de travailler qui étaient quand même très très différentes et qui se sont diffusées au fur et à mesure. Parce que moi je vois PwC comme quand même un cabinet d'audit dit expertise comptable, commissariat aux comptes. Ça c'est le métier historique. C'est le core business. Mais on se refait pas. C'est là où c'est la question où ils arrivent à te vendre après comme ça ou... Non, mais ça c'est le métier historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, métier historique effectivement, c'est l'audit, c'est l'expertise comptable. Donc ça c'est une des quatre métiers. Mais aujourd'hui, si tu veux, t'as trois autres métiers qui sont celui des avocats, celui de tout ce qui est deal, M&A, et puis M&A, voilà, et puis tout ce qui est conseil. Donc nous on a été racheté par la partie conseil. Donc on s'est imbriqué dans la partie conseil. Donc il se trouve qu'on côtoyait souvent des auditeurs, etc. Mais on travaillait pas avec eux. Et il y a en transverse des sales par exemple, ou comment ça se passe? Tu as en transverse des départements marketing, des départements IT bien sûr, des départements RH, mais les métiers eux-mêmes sont quand même chacun dans son domaine, quoi. Ok. Et PwC a racheté des néalites dans d'autres pays où justement vous étiez un peu... Oui. Il y a eu deux cas de figure. Il y a les cas de figure où PwC se disait on va le faire nous-mêmes, et puis des cas de figure où ils ont racheté. Bon après. Forcément, les pays où ils ont racheté, t'allais beaucoup plus vite quand tu rachetais une boîte que quand t'essayais de monter par toi-même ses propres compétences, quoi. J'ai l'impression que c'était simple à part de la durée, mais qu'est-ce qui est compliqué quand tu intègres un grand groupe et que t'es plus petit comme ça? Ce qui était compliqué, c'est qu'effectivement, tu es une équipe de 40 personnes, tu rejoins un groupe à l'époque 300 000 personnes, tu vois, donc il y a un peu la culture n'est pas forcément la même. Alors en fait, dans la réalité, tu rejoins une entreprise en France qui, elle, fait 5000 personnes. Mais même déjà, 40 à 5000, tu fais... Je confirme. Voilà, c'est comme un gros choc. Surtout que les process sont faits pour une boîte de 300 000 personnes. Donc, ce qui est le plus dur, c'est qu'effectivement, tu rentres dans une logique où tu as beaucoup de process. Il y a zéro agilité. Non, il peut y avoir de l'agilité parce que, en fait, si tu veux, nous, je pense qu'on a gardé notre agilité parce que, pour une raison assez simple, assez basique, mais assez simple, c'est que quand on a vendu, il y a une première décision, enfin une décision tout de suite qui a été faite avec la direction de PwC, qui est de dire vous restez dans vos locaux. Si vous venez dans notre siège, on va vous tuer. Donc vous restez dans vos locaux. Et puis, de toute façon, ça tombe bien parce qu'on a un projet de monter un lieu dans Paris qu'on va un peu orienter sur le lieu de design, etc. Donc, pendant quasiment 4 ans, on est resté dans nos locaux. Donc là, tu avais un peu le meilleur des deux mondes parce que tu étais quand même dans la structure qui avait des moyens, etc. Et tu étais quand même autonome puisque, en fait, tu vois, nous, on avait même nos façons de travailler n'auraient pas été compatibles avec le lieu parce qu'on avait le siège de PwC parce qu'on avait nos war rooms, on avait nos trucs, c'est des choses qui n'existaient pas. Donc, on dédiait, pour chaque projet, on dédiait une salle. Enfin, on avait cette culture-là de ce genre de choses. Et le temps, si tu veux, qu'on trouve des nouveaux locaux, etc., qu'on les aménage, ça a pris à peu près 4 ans. Un projet, une salle, c'est bon ça quand même. J'en rêve en vrai. Il faut avoir un peu d'espace. Ça change tout, je peux te dire, ça change tout. J'en rêve vraiment. C'est pas très compliqué à mettre en place. Il faut avoir beaucoup de salles, ça coûte un peu d'argent, quoi. Non, pas forcément. Non, parce que c'est des salles de 15-20 mètres carrés, tu vois, et puis ça tourne. Mais en fait, c'est probablement ce qui a le plus d'impact et qui coûte le moins cher, de s'organiser en mode war room comme ça.
Et franchement, sur les Work War Room, c'est pas très c'est compliqué dans la tête parce que ça change les méthodes de travail. On n'est pas habitué à travailler comme ça. En revanche, d'un point de vue financier ou logistique, c'est pas très compliqué. C'est fou comme les lieux changent tout. Ah bah oui. Là, ça a tout changé. Le fait qu'on reste, si tu veux, dans nos lieux et le fait qu'on ait toujours ce type de lieu a fonctionné. Et après, donc, on a ouvert 1500 mètres carrés à Paris, qui s'appelle l'Experience Center de PwC, qui est toujours l'Experience Center. Voilà. Je vois très bien, au-dessus de Saint-Lazare. Ouais, rue de Milan. Ouais. Donc, est un lieu magnifique, un hôtel particulier magnifique, et dans lequel, en fait, si tu veux, toute notre équipe a déménagé là. Donc, c'est devenu à la fois un lieu où il y avait les designers, ils sont toujours, hein, ils doivent être maintenant, je sais pas, 70, 80, et qui est aussi un lieu de réception où on fait des événements. C'est pour là où tu as dû venir. Et c'est un lieu où on a retrouvé nos war rooms, etc. Et on les retrouve toujours là-bas. On m'a fait intervenir en émission de conseil, il y a quelques-unes, là-bas, en effet. Ouais. Putain, en tant que podcasteur, c'était assez intéressant d'ailleurs. J'ai trouvé ça très cool. Et donc aujourd'hui, tu as changé de rôle chez PwC. Ouais. Pourquoi ? Marre de l'UX ou envie de découvrir d'autres choses ? Non, envie de faire autre chose. En fait, si tu veux, si tu veux, moi après la vente, j'ai tenu vraiment à ce qu'on aille jusqu'au bout de ce projet d'intégration et de nouveaux locaux avec l'Experience Center, etc. Donc je suis allé jusque là. Une fois qu'on avait fait ça, bon, je me suis dit, voilà, c'est bon, la boîte est intégrée, faut 6 mois que je passe à autre chose. Et en fait, j'ai repris du service sur cette équipe qu'on a montée là à peu près il y a 4 ans, Tech Acceleration. On s'est dit, il y a aujourd'hui les cabinets de conseil sont pas forcément les entreprises les plus avancées en termes d'innovation, en termes de tech, donc il faut accélérer tout ça. Il y avait un challenge que je trouvais intéressant et donc je me suis mis depuis 4 ans sur ce sujet-là. Voilà. Alors j'ai plus de clients, je suis plus en interface client direct en tout cas, c'est plus en interne, donc c'est d'autres enjeux, mais c'est intéressant. Et une des raisons pour laquelle je suis resté, c'est que c'est cette logique de partnership, parce que en fait, si tu veux, une entreprise comme PwC, c'est pas une entreprise comme un corporate où en fait tu reportes à un tel. Je pense que dans une entreprise comme ça, je serais allé jusqu'à ma période d'après-vente, mais je pense que j'aurais pas forcément prolongé. Là, tu retrouves une autonomie. Alors, t'es pas indépendant comme quand tu es entrepreneur, mais c'est un mix entre les deux qui fait que c'est pas complètement la structure figée du corporate, c'est pas l'indépendance de l'entrepreneur, mais tu as quand même une autonomie d'action, donc tu dois faire tes chiffres, tu dois faire tes résultats, mais la façon dont tu les fais, tu es quand même assez autonome. Et donc, pour un entrepreneur, si tu veux, quand tu vends, la question c'est qu'est-ce que tu fais après ? Dans un corporate, en général, ça ne tient pas très longtemps. Entrepreneur qui se marie avec un entrepreneur, ça tient pas non plus. Et là, tu as quand même un mix qui est pas mal. T'es considéré comme un adulte responsable, quoi, un peu. On peut dire ça, on peut dire ça. On peut dire ça. Tu as tes responsabilités, elles sont claires, tu te débrouilles, tu as ton PNL, tu machin, etc. Mais alors là, tu fais des chiffres, toi ? Tu vends des choses en interne ? Non, là, j'ai plus ça. Pourquoi en parallèle tu enseignes à Sciences Po alors d'ailleurs ça c'est aussi une question importante parce que c'est un investissement conséquent quand même en termes de temps, non ? Un peu, oui. Enfin, j'ai un cours qui dure pendant 3 mois. Enfin, tu vois, donc c'est pas, je suis pas enseignant professionnel. Non, écoute, parce que d'abord c'était mon école, donc voilà, c'était sympa de retrouver son école, mais de l'autre côté de la barrière. Et puis il y avait quand même toutes ces méthodes en disant c'est dommage de pas transmettre ces méthodes aussi aux étudiants qui apprécient en général, qui apprécient bien, parce que, et c'était aussi une des logiques pour laquelle Sciences Po m'a aussi proposé ce cours, c'est que Sciences Po était très fort en analytique, etc., ça bien sûr, mais des cours où les étudiants se retroussent les manches, font de l'idéation, font du prototypage, etc. Il n'y en avait pas beaucoup. Et en général, il y avait une demande assez forte, en fait, notamment des étudiants étrangers. Donc, j'enseigne dans le track international en anglais. Et c'est pas trop virtuel pour eux quand t'as pas trop bossé encore, être sur tout ce qui est conception, tout ça, design thinking. Non, c'est pas virtuel parce que c'est très concret. Okay. En revanche, en général, ils sont surpris, quoi.
C'est-à-dire que soit ils s'attendent à un cours un peu traditionnel, et là, en fait, c'est quelque chose où tu as un projet, tu sors, et à la fin, tu as un prototype. Enfin, c'est une sorte de sprint qu'on fait pendant une dizaine de semaines. Donc ça, non, c'est très concret. En revanche, effectivement, ils se prennent un choc au départ en disant ah, je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose comme ça, et ils s'y mettent. En général, ils connaissent pas. Et ils se rendent compte qu'effectivement, quand tu as un cadre bien défini, tu t'en sors. Ce qui est important dans les méthodes créatives, en fait, si tu veux, c'est ta méthodologie. En fait, c'est le cœur du truc. C'est-à-dire que il y a un mythe. Il y a un mythe, tu vois, de la créativité qui est de dire créativité. C'est le bordel, vas-y, on fume des pétards et puis. Ou en tout cas, vas-y, libère-toi et fais des trucs. Et en fait, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que si tu rentres Mais qui pourrait être, pardon, un mythe, excuse-moi, je te coupe, mais qui opposerait d'ailleurs dans une certaine mesure un PwC à ça. Tu vois ce que je veux dire? Qui a un côté très normé, comptable, boring. Exactement. Et en fait, où, en l'occurrence, la méthodologie, moi je le vois dans d'autres univers. Tu t'es déjà fait coacher par un coach professionnel. Absolument. En fait, un bon coach professionnel, il a une méthode, mais c'est chirurgical. Quoi. Absolument. Et il t'accompagne sur un truc où en fait, à la fin, c'est toi qui ponds tes trucs. Mais tu vois bien le truc, tac, 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 et à la fin, tu as tout qui se réunit et tu fais waouh, ok. Et dans le design thinking, je pense que design thinking, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu vas dans des choses un peu d'innovation, de créativité, etc., si tu vas sans méthode, tu te fais bouffer, mais vraiment. Ou alors, faut avoir un petit coup de chance, ça arrive. Ou de la chance, voilà. Comme au loto, quoi, si tu veux. Tout l'apport du design thinking, c'est d'apporter ces méthodes-là, mais qui ne sont pas les méthodes traditionnelles, qui ne sont pas les méthodes traditionnelles analytiques, tayloriennes, etc., qui sont d'autres méthodes, qui sont ces fameuses méthodes de designer, qui sont en contre-pied, en général, de tout ce qui est process très analytique, puisque tu as de l'itération, t'as plein de choses qui sont pas forcément naturelles. Et c'est ça, en fait, le design thinking. C'est qu'à la fois, c'est pour ça que ça s'applique dans différents domaines. C'est que tu vas prendre des façons de travailler de designer, et tu vas les appliquer dans d'autres choses, et qui sont des méthodes complètement différentes. Et c'est des méthodes, en général, que tu n'apprends pas à l'école, parce que ces méthodes-là, on va dire, moins analytiques, en général, dans tous les systèmes éducatifs du monde, à 15 ans, tu dois choisir ce que tu veux faire. Plutôt une école d'art, de design, ou est-ce que tu veux faire de l'analytique classique. Et même si tu fais du français, de la littérature, on va te demander d'analyser les textes. Tu ne vas pas te demander d'écrire. Je pourrais reprendre ce que tu dis, c'est pas tant vrai chez les anglo-saxons. Quand même, il y a quand même un moment où sur les 2-3 premières années post-bac, ils vont faire de la philosophie, du dessin et du machin, et puis après ça se... Oui, enfin, dans les systèmes anglo-saxons, tu es un peu plus libre de choisir un peu à la carte tes différents systèmes. Mais ça reste quand même, tu choisis dans des domaines analytiques. C'est-à-dire que si tu veux faire des choses plus de design, etc., comme dans les autres systèmes, tu dois choisir très tôt, un peu tu dois bifurquer, ce qui fait que en fait, tu dois assez tôt séparer un peu tes intelligences, c'est-à-dire tes intelligences analytiques de tes intelligences un peu plus intuitives, un peu plus créatives. Et même dans les systèmes anglo-saxons, si tu veux, tu as quand même une majorité de gens, surtout ceux ensuite qui vont dans le monde du travail, business, entre guillemets, en général, tu as un muscle analytique très fort, mais tu as un muscle créatif assez faible, en fait. Et l'enjeu de le design thinking, c'est de remettre ces intelligences. C'est-à-dire pas de poser cette intelligence-là, mais de te remuscler d'un point de vue intuitif, créatif, sans abandonner tes intelligences analytiques. Dans tout ce que tu fais, on parle beaucoup de produits, mais on peut aussi parler d'entreprises. Comment on détecte? Je trouve qu'il y a souvent des entreprises qui sont très, je disais un peu top-down tout à l'heure, mais tu vois, patriarcales presque quelque part. Et bon, souvent, celles-ci, ces 10, 15, 20 dernières années, elles ont été sacrément secouées. Comment on arrive à déceler des signaux dans une organisation qui a besoin d'être réinventée? Les signaux, en général, si tu veux, c'est le marché qui te les apporte. C'est-à-dire si tu commences à perdre tes parts de marché, à te décorréler de tes utilisateurs, de clients clés. Je pense pas qu'il y ait de prise de conscience en interne qui disent tiens, oulala, attention, il faut qu'on se renouvelle. Tu te renouvelles que par la contrainte et par la contrainte externe en général. Donc c'est le marché qui t'oblige à bouger. Ça vous arrive aujourd'hui d'arriver chez des gens et leur dire bon les gars là, il faut quand même tout réinventer là?
c'est plus ton métier maintenant. C'est plus mon métier, mais ça, je pense que l'argument, il fonctionne pas. Je pense que ce qui fonctionne, c'est que tu as un client qui a une crise et qui vient et qui t'appelle, quoi. Qui a un problème, en tout cas, enfin, une crise, c'est un peu fort, qui a un problème et qui t'appelle. Mais le truc qui est arrivé en disant les mecs, les mecs ou les femmes, mais attendez, ça va pas, il faut rien changer. S'ils n'ont pas de signe intérieur, tu n'arriveras jamais à leur vendre quoi que ce soit. Et si, quand ils ont le signe intérieur, il n'y a pas quand même un moment où ils doivent arriver, même si tu as des méthodes, même si machin, comme un troubadour en disant attends, il est sympa, mais avec son truc là, il va pas non plus réinventer ma roue, quoi. Si, bien sûr. C'est pour ça, c'est un des apports aussi qu'on avait chez PwC. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, on était considéré un peu comme l'acteur sympa, un peu trublion, et puis tu prenais les miettes. Moi, ce que j'ai découvert avec PwC, si tu veux, quand on est passé de l'autre côté, c'est qu'on se battait pour des miettes. On se battait vraiment pour des miettes, quoi. Effectivement, le petit truc sympa, tiens, on va leur filer ce petit projet, là, ça peut être sympa, mais on va pas leur filer le gros truc, on va le garder pour les... Et en passant côté PwC, et là, en voyant, en fait, si tu veux, le marché auquel tu adressais, les appels auxquels tu répondais, tu te rendais compte que, effectivement, de toute façon, c'était un marché qui était bloqué par des grandes marques de conseil, et que tu pouvais pas rentrer en étant le petit indépendant, etc. Et là, pour le coup, on était dans cet univers-là. Mais... C'est vrai que c'est fou, hein. Quand tu es de l'autre côté, moi j'étais indépendant, tu voyais les prix, en fait, tu dis, mais attends, mais vous avez vraiment payé ça pour ça? Et en fait, tu payes l'assurance. Tu payes l'assurance. Tu sais que ça arrivera au bout, et puis souvent il y a beaucoup plus de monde, ils connaissent mieux les grands groupes. Moi, c'est sûr que je pouvais avoir par moments des formes d'impatience vis-à-vis de grands groupes, dire aux gens, mais attends, c'est quoi ce bordel? Non, mais c'est politique, tu comprends? Non, je comprends pas, en fait, tu vois, t'as envie de dire. Mais bon, c'est vrai que c'est... ce que tu comprends, c'est que c'est trop risqué pour une boîte, pour un donneur d'ordre, de confier un gros projet à une boîte qui est pas le sérail des boîtes traditionnelles, et qui a pas des milliers de personnes derrière. Donc, si tu crées une société aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment de ce que tu as tout fait avant? Aujourd'hui, si je crée une société, je pense que j'essaierai de rester petit le plus longtemps possible. Je pense que j'essaierai de profiter au maximum de tout l'outillage de toute l'intelligence artificielle. Oui. Et ce que je ferais différemment, en tout cas là où je ferais très très attention, c'est que je pense que quand tu as une entreprise, c'est pas les business skills qui comptent, c'est pas ton métier. Enfin, si ça compte, c'est important, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Je pense que c'était ta capacité à gouverner qui est la plus importante. Parce que, en fait, si tu veux, quand tu montes une boîte, finalement, qu'est-ce que tu vas te cogner comme le plus difficile? C'est tes rapports de pouvoir avec tes associés, tes rapports de pouvoir avec tes actionnaires, tes rapports de pouvoir avec tes clients éventuellement, avec tes salariés. Et donc je ferai quelque chose qui serait le plus poussé possible, si tu veux, sur... comment tu arrives à gouverner ton entreprise, en fait. Enfin, si j'avais un conseil à donner à un entrepreneur ou une entrepreneuse, ce serait de dire OK, les business skills, OK, très bien, il faut, bien évidemment, sinon ça marche pas. C'est le B.A.B.A, hein, oui, il faut. Mais si tu veux, la raison pour laquelle les boîtes se plantent, c'est que les associés n'arrivent plus à travailler ensemble. Donc c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça. Et souvent, c'est pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on dit, bon, OK, alors que ta relation entre associés, c'est le truc à travailler en priorité, qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Et je donnerais 2 conseils. Je dirais, 1, entourez-vous. Mais entourez-vous de gens qui vont pas avoir un rapport capitalistique avec vous. Parce qu'effectivement, tu t'entoures, tu vas avoir des actionnaires, tu vas, etc. Mais... Coaching, quoi. Ou, enfin, coaching, ou de gens qui moi, pas forcément, parce qu'ils vont... Consultant, tu crées un rapport où, en fait, client-fournisseur, donc... tu peux avoir une logique où les gens vont te dire ce que tu as envie d'entendre, quoi, pour te vendre des choses. Non, mais vraiment des gens à qui tu vas pouvoir te confier. Parce que si tu as un problème avec ton associé, à qui t'en parles? Surtout pas avec tes actionnaires, tu vas leur foutre la trouille. Pas à tes salariés. Pas à tes clients. Pas à tes clients. Donc t'en parles à qui? Alors t'en parles chez toi le soir, etc. Mais il te faut quelqu'un qui Mais c'est qui alors? Je sais pas. C'est des gens, peut-être des gens. C'est, à mon avis, pas les business angels, parce qu'on est dans une logique finalement de financier. Est-ce que tu trouves un business angel alors pour moi, c'est un coach ou un psy finalement quasiment. Non, un coach, non, c'est un business coach. Peut-être, ouais. Mais qui soit vraiment spécialisé dans l'entrepreneuriat.
Tu vois. Quelqu'un qui l'a vécu. À mon avis, un coach qui n'a pas vécu... L'association. Qui n'a pas vécu tout ce que va se cogner un entrepreneur ou une entrepreneuse... peut pas vraiment te coacher. C'est quelqu'un qui l'a déjà vécu, qui va pouvoir faire prendre du recul, etc. Ça, c'est le premier conseil, de se faire entourer là-dessus de gens comme ça. Deuxième conseil, c'est embaucher les femmes. Embaucher des femmes. Des femmes post-managers, c'est ça qui va faire décoller les boîtes. Je suis d'accord. Voilà. Et puis, il y a il reste encore trop de vestiges du passé là-dessus avec des gens qui voient pas ça, mais en effet, souvent plus efficace, rapide, peut-être moins politique, peut-être moins dans l'ego, sans rentrer dans des clichés, d'ailleurs, de ce que je dis, parce que c'est pas toujours le cas, mais et puis surtout la diversité, quoi. Je veux dire, à un moment, juste des gens qui sont pas tous comme toi, quoi. Pas une armée de, voilà. Où est-ce qu'on te suit, toi, aujourd'hui ? On te suit sur LinkedIn ? Sur LinkedIn, oui, essentiellement sur LinkedIn. Ouais. C'est à peu près le seul réseau social que j'utilise. Jean-François Marty, t'as la parole libre avec un I à la fin, avec Y. T'as la parole libre quand t'es chez PwC, tu dois être coaché ou tu peux penser ce que tu veux tu peux penser ce que tu veux, tu peux pas complètement écrire ce que tu veux, enfin en public. Mais tu dois valider, par exemple, ce que tu dis ? Non, tu dois faire valider ? Non. Okay. Là, par exemple, non. Ok. Ouais. Non, c'est vrai, je confirme. On m'a pas donné de guideline spécifique. Ok, on te suit sur LinkedIn. On peut toujours trouver ton livre, de toute façon. Et puis, on cherche... après, on peut te contacter. Alors, aujourd'hui, tu fais plus de business vers l'extérieur. Mais si jamais on veut quelques conseils pour de jeunes entrepreneurs, pour des gens qui veulent se lancer. Toi, t'es investisseur aussi. T'es dans quel fonds ? Je suis dans 2 fonds, New Fund et Isaïe. Isaïe, ok, de très beaux fonds. New Fund, où était Augustin, notre associé, chez OVNI. Et Isaïe, j'ai enregistré un super épisode avec Jean-David Chamboredon sur Génération It Yourself, post-Covid. Il est vraiment très bien, cet épisode. Je l'ai écouté, et parce qu'il nous refait un vrai petit cours de A à Z. T'écoutes ça, tu comprends tout le business. J'ai adoré cet épisode. Jean-David, qui est un type très surprenant, à la fois très... sympa, et quand tu es avec lui et comme ça, et à la fois très distant, je trouve c'est un type qui me surprend à chaque fois. Je trouve que avec son regard perçant et est très sharp, quoi. C'est intéressant. Merci Jean-François, merci pour ton temps. Merci Mathieu. Puis on te suit un peu partout. Moi, je suis connecté avec toi sur LinkedIn et je suis impatient de suivre tout ça. Et puis on se suit un peu sur nos différentes aventures. Je trouvais passionnant cette approche du design thinking, donc je suis un peu trop loin maintenant. Je sais pas toi en ce qui te concerne. Tiens, dernière question. Encore notamment avec Sciences Po. C'est vrai. Avec l'IA, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui de fort là-dedans ? Qu'est-ce que ça a changé en 2 secondes ? Alors l'IA dans les méthodes qu'on pratique, si tu veux. Alors tout ça est récent, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais grosso modo, si tu veux, les démarches, c'est pas très révolutionnaire, mais tu fais beaucoup de recherches, tu es sur ton problème, ensuite tu essayes de trouver des solutions et après tu prototypes. Ce qu'on se rend compte avec l'IA, c'est que finalement, l'idéation, le brainstorming, ça te génère beaucoup d'idées pertinentes de manière plus rapide, et voilà, c'est dingue. Et en prototypage, on parle même pas. Alors, en prototypage, avec notamment toutes les dernières générations d'outils où tu peux prompter, tu as quasiment des sites à la fin de ton prompt. Donc là, ça révolutionne complètement. En revanche, Lovable par exemple, effectivement. En revanche, ce que ça fait bouger comme ligne, c'est que ça ramène à un sujet qui est le sujet de ton problème. C'est-à-dire que la créativité, on a tendance, un des mythes, c'est de penser que quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui va avoir plein d'idées. Oui, bien sûr. Mais c'est pas forcément ça là où tu es plus créatif. Quand tu es créatif, quand tu es capable d'identifier, de designer ton problème. C'est-à-dire que le design de problème est quasiment plus créatif comme acte que le design de solution. Et ça, en revanche, design de ton problème, pour l'instant, l'AI le fait pas trop bouger. C'est-à-dire, et au contraire. Donc ça a tendance à déplacer, si tu veux, toute la capacité créative humaine sur la première phase de problème. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de bien comprendre ton problème, d'avoir les vrais bons insights pour justement ensuite donner à la machine de la nourrir. Si tu la nourris pas avec ton bon problème, quelqu'un qui va mieux identifier un problème qu'un autre va avoir, avec les mêmes outils, avoir des choses beaucoup plus fortes en sortie. Donc ça veut dire que c'est en train de déplacer, donc c'est en train d'automatiser, d'outiller toute la partie idéation, toute la partie prototypage,
En revanche, sur ta partie recherche, ta partie problématique, c'est là où l'enjeu humain reste fort et c'est là où, à mon avis, alors tout ça avec des bémols parce que c'est tellement récent, mais c'est là où, en fait, si tu veux, l'enjeu maintenant, il est très, très, très fort. Est-ce que tu es capable de designer ton problème ? Et les bons designers de problèmes, ensuite, vont donner ça aux machines et à la fin, tu vas avoir des solutions meilleures que les autres. Est-ce que tu es capable de bien designer ton problème ? Bon, allez, tous designer nos problèmes. Merci Jean-François Marty. Merci Mathieu. Avec un I, on te suit partout. Merci pour ton temps, c'était passionnant. Moi, je vais aller faire tourner ChatGPT. Allez, bisous, salut, merci beaucoup, ciao. Salut.